Vous regardez Croissance Verte sur Medi 1 et merci de nous rester fidèles. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'éducation environnementale et à la bioénergie. D'abord, la bioénergie désigne les formes d'énergie stockées par la biomasse. Il s'agit par exemple des cultures énergétiques, des résidus agricoles et forestiers, des déchets organiques qui peuvent être utilisés pour produire de l'électricité ou des carburants. Quant à l'éducation environnementale, elle traite de la relation entre l'homme et son environnement. Elle aborde les causes de l'activité humaine et ses effets sur la nature et la société. Afin de comprendre leur corrélation, l'équipe de Croissance Verte a suivi un enseignant et inventeur dans plusieurs endroits de la capitale sénégalaise pour voir de près ses travaux qui portent sur les méthodes de conservation et de stockage d'énergie. Elle s'est également rendue dans des écoles qui ont mis en place des programmes de formation en sciences environnementales. Pour avoir un éclairage sur l'importance de la bioénergie et de l'éducation environnementale, nous sommes avec Mamadou Touré, spécialiste en changement climatique. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Donc bonjour, je suis très honoré d'être aujourd'hui avec vous pour discuter de ces questions ô combien importantes sur les questions de changement climatique, sur les questions d'atténuation des effets des gaz à effet de serre et sur les questions d'adaptation au changement climatique. Heureux d'être avec vous aujourd'hui. Monsieur Touré, on se retrouve ici juste après notre reportage. Il est signé Jérôme Togbe et Cheikh Ndao. Nous sommes au rond-point, autrefois appelé la place de l'Organisation de l'Union africaine, actuelle Union africaine. Aujourd'hui, la place porte le nom de rond-point du jet d'eau. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici au rond-point jet d'eau, qui est en fait tout un symbole, non pas pour le Sénégal seulement, mais pour toute l'Afrique. Parce qu'on l'a toujours appelé la place de l'Organisation de l'Unité africaine, la place de l'UA actuellement. Et l'Afrique, c'est 54 États. C'est pourquoi si vous voyez là-bas, on n'a pas moins de 6 trépieds. Et 6 trépieds, c'est 9 x 6, 54. Il y a tous les États africains qui se voient reflétés justement par les images que vous êtes en train de diffuser. Et qui sont une suite en fait dans la résilience, la quête de résilience de la moindre vulnérabilité de toutes ces populations rurales. Comme la plupart des grands carrefours de la capitale sénégalaise, ce lieu est aménagé. On y voit une variété d'espèces de fleurs qui contribuent à bonifier la qualité de l'air dans ce milieu exposé à la pollution atmosphérique. Ces espèces de plantes forment d'ailleurs une ceinture autour des gazons qui, à leur tour, sont producteurs d'oxygène. Toutes ces fleurs que vous avez, par un point, on peut faire passer 1 millier de droites, mais par 2 points, on ne peut faire peut-être passer qu'une seule droite. Mais vous voyez que par ce point-là, on a au moins une centaine d'espèces, ou en tout cas un grand nombre d'espèces qui se ramènent en un petit nombre de bonnes pratiques agroécologiques qui ont permis une conservation de la biodiversité en ce point et qui peuvent être reflétées aux 4 coins de l'Afrique et pour ne pas dire seulement du Sénégal. Donc c'est un foyer actif de promotion. On a voulu en faire un foyer actif de promotion de la réflexion scientifique, mais de la promotion des savoirs et des connaissances agroécologiques. Pour se dire que ça a été fait ici, en ce point-là, donc ça peut être refait et démultiplié en 1000 points aux 4 coins d'un seul d'espaces différents. Détier est enseignant-chercheur et inventeur. Ses travaux de recherche portent entre autres sur les méthodes de conservation et de stockage d'énergie. L'homme nous démontre la possibilité d'avoir de l'énergie à partir de la matière organique. C'est de la bioénergie. Ce dispositif en cours d'installation est composé d'une bonne quantité de tontes de gazon, un foyer amélioré et un morceau de charbon de bois. Donc ce qu'on essaie de faire ici, c'est de concevoir un dispositif relativement stable, articulé autour de plusieurs composantes dont on peut surveiller les évolutions, pour en temps opportun sélectionner, retenir le meilleur format qui puisse permettre à la femme rurale d'être plus résiliente, de mieux s'adapter au changement climatique et de s'inscrire dans une logique de développement durable et d'être surtout moins vulnérable par rapport aux insectes et aux menaces en fait liées
aux maladies tropicales et aux maladies relevables au changement climatique. Donc c'est un système qui permet de mieux chauffer la marmite et de mieux remplir la marmite, la remplir. L'intérêt de la bioénergie réside dans la volonté de réduire les émissions de CO2, réduire la pression sur les forêts à travers la coupe abusive de bois. Le charbon de bois qu'on obtient à partir de 7 kg de bois pour avoir 5 kg de bois, si elle cuisinait avec ces biocharbons-là, si elle a une dépense journalière de 1000 francs, elle économise 400 francs sur son budget d'énergie. Là, juste avec ce système-là, il y a une économie d'énergie pour la ménagère et une économie d'énergie pour le... et maintenant, vous voyez, là, c'était pour le temps de cuisson. Pour vous persuader du temps de cuisson, je prends un peu d'eau et je pose. Vous voyez? Donc, ça met un peu de temps pour bouillir, pour faire par exemple une infusion. D'avoir vraiment la bonne dose au bon moment et au bon endroit. En peu de temps, la bioénergie nous a permis de bouillir cette infusion de menthe. La preuve qu'il s'agit d'une solution efficace qui mérite d'être accompagnée pour une production à grande échelle. Direction le lac de Han pour une autre démonstration. Nous voici sur le deuxième site de démonstration. Nous sommes au lac de Han. Le biocomestible qui a servi tout à l'heure à produire de l'énergie va servir à autre chose. Et c'est ce que nous allons voir avec notre spécialiste. Dans un champ pareil, l'utilité c'est que la biomasse est une fraction biodégradable du vivant végétal. Donc l'agriculteur qui est ici peut prendre tous les résidus qui sont dans le champ, donc les feuilles, etc., et ces éléments pour produire des biocombustibles et produire donc éventuellement des biocarburants. Donc des carburants propres qui peuvent permettre d'alimenter des groupes électrogènes, de faire fonctionner des voitures, de faire fonctionner des lampes dans des systèmes de fermage ou de faire fonctionner des forages. Et tout cela avec du pétrole vert. Le pétrole vert étant entendu que c'est pratiquement ces biocarburants que l'on trouve dans ces espèces végétales ici. Han Bel-Air, une des 19 communes d'arrondissement de Dakar. Plusieurs écoles de la place ont accordé une part belle à l'étude de la science environnementale dans les formations. C'est le cas au groupe scolaire El Hadji Baragay. Au sein de notre école, nous accordons une place importante à l'éducation environnementale. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, le monde ne peut pas se développer sans l'éducation environnementale. Donc, initier les enfants à l'éducation environnementale leur permet de savoir de nombreuses choses sur l'environnement concernant les changements climatiques, l'énergie, la pollution sous ses différentes formes. Comme vous le savez, il y a le vivre ensemble et le vivre dans son milieu. Donc, ça fait partie du programme maintenant. Ensuite, en dehors de cela aussi, les enfants prennent des cours au parc de Han. Une école citoyenne qui s'engage pour un développement durable. Cette même perspective est partagée ici, dans cette école privée de Han. Les arbres, la terre est nécessaire à la vie. Hein? Donc nous, au niveau de l'école, après chaque étude environnementale, le lendemain, le maître prend 40-45 minutes pour consolider ce qu'ils ont appris au niveau du centre. Donc c'est pourquoi les élèves, vraiment, ils s'intéressaient beaucoup à l'étude environnementale. D'ailleurs, des séances d'apprentissage sont organisées au profit des apprenants au parc forestier et zoologique de la commune. Cet enseignant en assure le suivi. C'est vrai, j'étais un encadreur, un accompagnateur des élèves de l'école Mame Djegansar concernant les classes de CE2, CE1, CM1 et CM2.
On partait souvent là-bas, on les accompagnait. Arrivé là-bas, on donnait les élèves aux formateurs qui étaient dans le parc. L'enseignement d'apprentissage de l'étude environnementale que recevaient les élèves au niveau du parc de Hann était vraiment très important pour eux. C'est ce que je juge moi en tant qu'accompagnateur des élèves de l'école Mame Diégane. Une fois que la leçon a été présentée au niveau du parc, arrivé à l'école, on renforçait les capacités données aux élèves par l'importance qu'ils ont reçue là-bas. L'éducation environnementale s'avère encore plus indispensable dans un contexte où les enjeux d'ordre environnementaux grandissent. Elle est essentielle pour aider les citoyens à adopter des pratiques écolo. L'un des moyens pour y arriver reste la formation dans les écoles de base. Ici, les résultats ne se font pas tarder. Environnemental, nous avons remarqué que tous les élèves qui ont eu à faire les études environnementales sont pratiquement bien en SVT. Et ça leur permet de développer leurs éducations par rapport à l'environnement. Une fois arrivés à l'école, ça les permettait de bien gérer l'environnement de l'école. Concernant les plantes, concernant la propreté de l'école et même dans les maisons. L'étude environnementale. La gestion de l'eau, la gestion des déchets, c'est-à-dire les poubelles et les ordures qui sont dans l'école et hors de l'école. Les cours là facilitaient aux gosses de les gérer correctement pour la propreté de l'école. L'action s'impose à tous désormais, un acte que chacun peut faire afin de diminuer la pollution et améliorer son environnement. Nous sommes à présent avec Mamadou Touré, spécialiste en changement climatique. Monsieur Touré, tout d'abord, une réaction par rapport à ce reportage que vous venez de suivre. Oui, mais c'est un très beau reportage. Et nous voyons ici que ce sont des actions concrètes que peut-être la première personne, donc le professeur Détier, a montré qu'il était possible donc, de réduire donc, nos consommations d'énergie et d'utiliser les déchets pour faire de l'énergie. De l'autre côté, donc l'autre reportage, donc ça c'est vraiment quelque chose qui me fait donc chaud au cœur de voir que l'éducation à l'environnement est inscrite dans les enseignements apprentissages. Et peut-être on en reparlera plus tard, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé. Donc c'est vraiment pour moi un reportage qui rentre même dans nos efforts en matière d'adaptation au changement climatique, parce que ça participe toujours à ce qu'on appelle l'information, la sensibilisation, la communication, donc pour les tout petits, mais aussi pour les dames, comme il l'a dit, qui ont besoin d'énergie pour cuisiner. Monsieur Touré, selon un rapport spécial du GIEC, l'utilisation des terres pour fournir des matières premières pour les bioénergies et notamment les biocarburants doit être gérée avec soin afin d'éviter des risques pour la sécurité alimentaire et la biodiversité ainsi que la dégradation des sols. Qu'en pensez-vous? Parfaitement. Donc de façon assez simple, je pourrais vous l'expliquer. Ce qui a été dit ici en termes techniques, c'est juste dire que les dames dans les mondes ruraux ont besoin de cuisiner. Et pour cuisiner, ils ont besoin de bois. Vous trouvez ce bois dans les forêts, dans les bois de village. Donc il arrive, avec ce contexte de dégradation de la végétation, que dans certains villages, certaines femmes ne parviennent pas à trouver ce bois-là. Donc la pression est là, qui se pose pour ces dames-là, parce que le besoin primaire, c'est le besoin de cuisiner. Si tu trouves un arbre que tu protèges, moi j'ai besoin de cuisiner, à un certain moment, il faut que j'aille chercher quelques branches. Donc avec maintenant les biocarburants, les bioénergies, on a la possibilité, lui il utilise les tondures de gazon, d'autres utilisent les plantes envahissantes. Il y a tellement de nouveaux procédés qui permettent de réduire la pression qui se met sur les terres. Donc la dégradation des terres peut être évitée si on donne d'autres alternatives donc, aux populations afin de pouvoir quand même cuisiner. Donc c'est un peu ce rapport du GIEC qui dit aux gens, faites attention,
Le bois est là, vous en avez besoin, mais pensez à d'autres procédés alternatifs qui permettront donc d'éviter un peu toute cette pression-là qui se met au niveau du bois énergie. Ces énergies dites bio sont-elles des énergies renouvelables, plus respectueuses de l'environnement que les énergies fossiles? Parfaitement. Parfaitement. À la question, est-ce que le bois est une énergie renouvelable? La plupart te diront non. Nous, ici, on dit oui. Mais, et le mais là est important, mais s'il est bien conservé. Dans certaines régions du Sénégal, aujourd'hui, on produit du bois et du charbon de bois. Pourquoi? Parce que ce bois-là fait l'objet de ce qu'on appelle un plan d'aménagement et de gestion. Dès l'instant que la forêt dispose d'un plan d'aménagement et de gestion, ça veut dire quoi? Qu'elle peut être utilisée pour résoudre nos problèmes quotidiens tout en ne la dégradant pas. Donc 1 hectare, 2 hectares de forêt, si c'est bien aménagé, peut fournir du bois à une communauté pendant X temps. Donc c'est là où se trouve l'aspect renouvelable de ce bois-là dont on parle. Contrairement maintenant à ces énergies fossiles dont on parle et qui peuvent faire peut-être des millions d'années pour pouvoir se renouveler. Donc ça ne nous retrouvera pas ici. Or ce bois-là, s'il est bien protégé, s'il est bien aménagé, devient une énergie renouvelable. Maintenant, l'important ici, c'est de pouvoir aller vers un mix. Pourquoi pas dans ma maison, je peux avoir un fourneau qui utilise le bois, un fourneau qui utilise le charbon, un truc de biogaz, donc, ou bien le gaz naturel, si bien que la personne dans le monde rural, le monsieur a parlé de résilience, a la possibilité d'avoir plusieurs sources d'énergie. Et c'est ça qui fait qu'on amoindrit un peu notre empreinte carbone en utilisant moins les énergies fossiles et en utilisant plus les énergies renouvelables. Monsieur Touré, est-ce que produire en quantité des bioénergies, est-ce économique, écologique et stratégiquement viable? Oui. C'est une très bonne question. Jusqu'à présent, les formes de production ne sont pas développées pour une grande échelle. Donc on reste toujours dans des prototypes. Comme le monsieur Diop l'a expliqué, il a développé un prototype de biocharbon. Je connais d'autres qui ont développé des prototypes de biocharbon avec le TIFA, qui est une plante envahissante. D'autres ont développé des biocharbons en utilisant la paille de riz. Donc les initiatives sont là. Mais jusqu'à présent, on ne parvient pas à faire une production à grande échelle. Est-ce que le monsieur qui produit du biocharbon peut avoir un business plan qui lui permette de vivre et d'être producteur industriel, par exemple, avec ce biocharbon? Ça, c'est le défi qu'il faudrait relever. Je donne un exemple, on va se comprendre. Il utilise le biocharbon, donc, et la dame doit cuisiner. Combien de quantité il doit en produire pour permettre à une femme de cuisiner pendant 1 mois? Donc, ça reste, pour moi, le défi majeur. Si on parvenait à faire en sorte que nos ménages acceptent d'utiliser ce biocharbon-là. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il commence à cuisiner, il prend goût à ça, et quelque temps après, on dira qu'il y a rupture de stock, ou bien rupture dans la production, peut-être parce qu'on n'a pas assez de matière pour produire cela, ou bien le procédé technique n'est pas assez développé pour permettre aux gens de faire une production à grande échelle. Et ça, c'est le défi qu'il faudra relever, à mon avis. Parlons à présent d'éducation à l'environnement. Plusieurs études et rapports internationaux ont mis en valeur le rôle central de l'éducation dans la sensibilisation des populations à la préservation de l'environnement. Où en sommes-nous au Sénégal? Oui, au Sénégal, quand même, je dirais que de façon institutionnelle, les autorités ont compris l'importance de l'éducation à l'environnement. Il y a le centre, je pense, c'est pour l'éducation et la formation à l'environnement, c'est fait, qui est une direction au niveau du ministère de l'Environnement et qui gratuitement et de façon très proactive appuie les initiatives en matière d'éducation à l'environnement. Ça veut dire quoi? Qu'au niveau institutionnel, les gens ont compris. Mais il reste la mise en œuvre des projets liés à l'éducation à l'environnement. Moi, j'ai eu la chance de faire partie d'un projet. Quand on était à l'école primaire, à chacun son arbre. À chacun son arbre, il s'agissait pour chaque élève qu'on te confie un arbre et que tu puisses l'amener donc, jusqu'à ce que l'arbre soit un arbre adulte. Donc cette façon
dont on nous a inculqué l'éducation à l'environnement a fait que dans notre travail de tous les jours et dans une expérience précédente, on a voulu développer un projet en rapport avec l'éducation à l'environnement et un nom assez simple à comprendre, projet École Verte. Donc quand on dit École Verte, immédiatement, on pense à l'école, on pense à l'environnement. Ensuite, on a ajouté École Propre. Je pense que ça rentre carrément dans peut-être ce que vous avez. Et justement, à votre niveau, vous avez d'ailleurs eu à travailler sur un projet dans ce sens où l'éducation environnementale était dispensée dans des établissements scolaires élémentaires ou moyens secondaires. C'était ce projet avec des arbres, l'école verte et l'école propre. Aujourd'hui, où en êtes-vous dans vos missions sur le terrain pour une meilleure éducation environnementale? Oui, donc juste me permettre de faire une petite genèse. Ce projet est né des actions, des activités de l'ex-conseil régional de Fatick, donc qui aujourd'hui scindé en 3 conseils départementaux. Et on avait cette compétence, qui est la compétence environnement, qui est transférée aux collectivités territoriales. Donc, et quoi faire par rapport à cette compétence que l'État a confiée? Il s'agissait d'intégrer au fur et à mesure l'environnement dans les enseignements apprentissages. Mais avec qui le faire? Sinon, les acteurs de l'éducation. On ne va pas faire un projet d'éducation à l'environnement en ne se basant pas sur les enseignants, en ne se basant pas sur le programme scolaire qui existe. Donc pour nous, le défi majeur était de faire en sorte que dans le programme d'enseignement, apprentissage, que ce soit la leçon de français, que ce soit la leçon d'anglais, la leçon de mathématiques, que les notions liées à l'environnement puissent être enseignées aux élèves. Il y a une part importante, c'est celle où les élèves, dans le reportage, vont visiter le parc de Anne qui est à côté d'eux. On a pensé à faire visiter les parcs aux élèves. Et cela crée de l'engouement, cela crée aussi un certain activisme vers l'environnement. Ces jeunes qui ont bénéficié de ce projet, pour la plupart, sont allés embrasser des métiers en lien avec l'environnement. Le reportage disait que les élèves qui suivent le programme d'éducation à l'environnement sont les meilleurs en sciences de la vie et de la terre. Les élèves qui ont bénéficié du projet École Verte, École Propre, donc, ont aussi eu cet engagement militant vers la préservation de l'environnement. Monsieur Touré, avec la plupart des programmes se pose la question du suivi. À votre niveau, après le déroulement de votre projet, quelle suite a été accordée pour la pérennisation des acquis? Donc ça, c'est super important. Pendant 3 ans, nous étions avec ces élèves, ce corps enseignant, à développer le projet École Verte. Et c'était aussi sur financement du programme des Nations Unies pour le développement. Et à la fin du projet, certaines écoles ont pu continuer à dérouler donc, les activités qui avaient démarré. Je veux juste parler par exemple du jardin scolaire. Dans certaines écoles, en fonction de leur environnement, il était possible d'avoir un potager scolaire. Donc il fallait avoir un puits à l'intérieur de l'école. Et alors c'est les maîtres, les élèves qui donc font le jardinage. Et ces jardins devaient servir aussi de champ d'application. Imaginons la leçon de géométrie, qu'on aille faire nos mesures au niveau de notre jardin scolaire. Là, le rectangle, le cercle, tout cela, on le voit de façon réelle à travers peut-être ce qu'on appellerait une géométrie dans l'espace. Donc dans certaines écoles, ça a continué. Mais dans d'autres, par contre, ça s'est arrêté avec le financement. Et ça, c'est le problème de tous les projets, c'est-à-dire la pérennisation. Par contre, un success story ou bien une leçon apprise importante, d'autres ONG et programmes qui interviennent dans la région de Fatick se sont engouffrés dans cette brèche ouverte, si bien qu'aujourd'hui, vous allez dans le département de Foundiougne, on vous parlera d'école mangrove ou bien de mangrove école. Donc ce sont aussi des projets qui interviennent, qui essaient de protéger leur environnement immédiat qui est fait de mangrove. Et ça, c'est peut-être un success story qu'on pourrait attribuer à ce projet-là. Alors aujourd'hui, comment davantage vulgariser l'éducation environnementale dans nos écoles et universités, et même dans nos entreprises, en somme, dans notre société? Oui. Donc cela commence à se faire de plus en plus, que dans les sociétés, on est un monsieur environnement, surtout dans le privé. Et ce monsieur environnement, il cherche toujours à faire en sorte de réduire l'empreinte écologique de cette entreprise-là. Donc, moyen de climatisation, beaucoup plus de verdure, moyen de gaspillage d'eau, moyen de gaspillage d'électricité. Et là,
avec des affiches, des flyers, on parvient à adopter des éco-gestes ou bien à faire adopter des éco-gestes. Donc ça, c'est notre engagement individuel, chacun d'entre nous, de voir quelle est mon empreinte écologique et comment faire pour diminuer mon empreinte écologique sur les différents postes de dépenses d'énergie, sur les différents postes d'utilisation de l'énergie. Pour moi, beaucoup de sensibilisation, des émissions de la sorte, des publi-reportages comme ce que nous venons de voir, et puis même aller vers l'institutionnalisation de l'éducation à l'environnement dans les écoles. Pour l'instant, ça reste, un engagement volontaire. Mais si on parvient à faire le plaidoyer au ministère de l'Éducation nationale pour que la dimension environnement, changement climatique puisse être intégrée dans les enseignements apprentissages, on aura beaucoup gagné. Donc je pense que c'est sur ça peut-être que je pourrais répondre à cette question-là. Merci Monsieur Mamadou Touré. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en changement climatique. Merci pour cet éclairage. Okay. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Medi 1.